Bon bah bonjour Pépé, bienvenue. Bah, je suis ravi, bonjour, je suis très content d'être là. C'est joli chez toi. On est bien, on est bien. cosy sur le canapé de Naotech en train de boire notre petit thé avec Pépé Garcia. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien je te le demande en fin de compte parce que là, si je suis là, c'est que tu m'as fait venir. C'est pour quelque chose d'extraordinaire qui est devant nous. Les casques audio. Ça fait quelques vidéos où je commence un petit peu à me faire les oreilles, j'allais dire les dents, mais les oreilles sur le son. Et du coup, bah là, j'avais envie d'avoir un vrai expert pour qu'on échange un peu sur le sujet et avoir ton avis, tout simplement. Donc du coup, on va parler un petit peu comment choisir son casque audio en 2019. Donc on va passer un petit peu en revue les critères à garder à l'œil quand on doit choisir son casque. C'est un peu compliqué hein, quand on n'y connaît rien, voilà, entre l'impédance, les hertz, etc. On sait plus trop comment s'y retrouver. Et ben justement, avec Pépé, on va passer en revue un petit peu les critères importants et comment vous aider à choisir. On a porté des casques en plus ici qui sont de marques très diverses et variées. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec les critères à garder en tête. Donc premier critère, Pépé, ça veut dire quoi supraoral ou circumoral? Bah, c'est quoi? C'est tout simple, on va montrer hein, parce que c'est beaucoup plus simple. Celui qui va vous appuyer sur les oreilles. Oh, il m'appuie sur les oreilles, donc celui-ci c'est le supra. Supra, c'est sur tes oreilles. Et circum, c'est autour de tes oreilles. Alors, faut savoir un truc important quand même. Les fabricants ont une sorte de tête idéale, si je puis dire. Ils ont des mannequins. Scott, comme tu l'appelais? Moi je l'appelle Scott quand je vais voir comme ça les fabricants, et il est là, c'est Scott, donc il calcule en fin de compte le casque par rapport à Scott qui est une tête tout à fait normale, mais il y a des gens qui ont des grandes oreilles comme moi, des collets, il y a des gens qui supportent pas la pression comme ça sur les oreilles, donc posez-vous la vraie question de savoir est-ce que vous voulez un truc qui appuie sur vos oreilles ou un truc qui soit autour de vos oreilles. Il faut savoir que également, on va en parler tout à l'heure, il y a aussi le confort de la bestiole. N'hésitez pas à aller mettre le casque si vous êtes dans un magasin, mettez le casque sur les oreilles même si vous n'écoutez pas le son qui est dedans tout de suite. Très important, le truc, est-ce qu'il va tomber? Parce que s'il est mal serré, vous ne pourrez pas faire un tour de vis de plus. Hein. Donc voilà, il tient et la tête alouette. Donc en général, les gens qui ont une petite tête ou qui ont des têtes comme moi, des petites têtes ou des têtes allongées, ce qui est bien avec le Supra, c'est que le supra en général va tenir très facilement. Et donc du coup, à savoir sur le supra et circumoral, le supra, voilà, il risque d'être potentiellement un peu plus confortable pour les personnes qui ont des lunettes, parce que comme les oreillettes sont un poil plus petites, ça risque moins taper sur les branches des lunettes. Mon expérience personnelle sur les supras, c'est que comme ça appuie, ça fatigue un peu quand je le porte un peu longtemps, alors que là-dessus, sur les circumorales, comme ça n'exerce aucune pression sur l'oreille en elle-même, je trouve que le confort est supérieur. Donc moi, je porte pas par exemple des lunettes constamment, et donc au final, j'ai tendance à préférer, mais ça c'est un avis vraiment perso, un circumoral. On a aussi une différence de taille d'encombrement là. Là, le supraoral c'est beaucoup plus petit hein, quand même. Hein. Donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte, l'encombrement et le poids général du casque en fonction de ce que vous en faites. Et après on peut parler des casques qui se plient pas, voilà, parce qu'il y a par exemple beaucoup de modèles AKG, on peut les plier, on peut faire des choses, voilà, ça c'est le XM2 donc de Sony, voilà, on peut faire ça. Et croyez-moi qu'au niveau de l'ingénierie, ça a mis très longtemps pour que les marques arrivent à faire des casques qui sont comme ça. Il y a également la torsion. Alors la torsion est importante parce que vous savez, il y a des choses qui se passent dans la vie, c'est que un casque c'est joli, on peut également se lever dans un avion, hop je me lève, je mets le casque là, je vais aux toilettes et je reviens et vlan tout ton corps dessus. Donc maintenant les marques ont beaucoup travaillé sur la pliure, sur le fait qu'il soit résistant. Ça va aussi avec l'évolution des usages parce qu'aujourd'hui on utilise les casques en déplacement, donc on a un peu tendance à plus les maltraiter qu'auparavant. Hein. C'est rassurant quand même d'avoir des casques qu'on peut maltraiter vraiment au quotidien, qu'on puisse plier un peu négligemment et jeter un peu dans son sac. Faut faire attention quand même. Hein. Alors le critère que je ne comprenais vraiment pas quand j'ai commencé un peu à m'intéresser au casque, c'est le casque ouvert ou fermé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Non. Non, mais alors le truc c'est que à la base faut voir un petit peu les choses. Le casque ouvert, premier truc à savoir, c'est un casque qui n'est pas fait pour aller à l'extérieur, c'est-à-dire c'est un casque domestique. Il est ouvert vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'en effet, par exemple tu es dans le métro, tu as un casque ouvert autour de toi, tu peux entendre tout ce qui va se passer. Bah, c'est sympa pour les gens, non? C'est sympa pour les gens et en même temps ça n'isole absolument pas des bruits extérieurs. Donc casque ouvert, en gros c'est ouvert, les sons sortent du casque, mais les sons rentrent
également. Oui, donc il n'est moins pas. bonne isolation Ouais, phonique. oui, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le casque ouvert, bon, tu sais bien que dans le casque, il y a une membrane, il y a un driver. Ouais. Donc le casque ouvert, on considère qu'un casque ouvert a une scène sonore très large. Parce que justement, la membrane est libre. Elle est libre de bouger, elle est contente, elle est heureuse, elle s'exprime, mes mères. Par contre, il n'y a pas trop de grave. Enfin, il y a logiquement, suivant les casques, ouvert signifie qu'il y a en général médium, aigu, ok, avec une. Le grave n'est pas très contenu. Parce que justement, c'est ouvert. Le casque fermé, c'est le contraire, c'est une cocotte minute. Tu as le driver à l'intérieur, ça fait que justement, tu peux avoir du grave, mais tu as une scène sonore qui est plus étriquée, puisque là, entre guillemets, on arrive moins à donner de l'ampleur, j'allais dire au déplacement de la membrane, puisque justement, c'est clos. Avant les casques fermés, c'était une scène sonore qui était plus réduite. Maintenant, on compense, et justement, sortir l'arme fatale. Alors, c'est le nouveau casque focal, qui est fermé, Marion. Magnifique. Alors, c'est une bête de compétition, il est fermé et c'est l'équivalent clos du casque Focal Utopia, qui est le casque le plus onéreux de Focal, qui coûte 4000 €. Ça, c'est la version à 3000 €, je sais bien, ça fait rêver. Et c'est un casque entièrement clos qui a des performances. J'allais pas dire de casque ouvert parce qu'il manquera toujours quelque chose, mais ils sont allés très 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 loin dans l'ingénierie pour créer ce casque. Les audiophiles préférant toujours un casque ouvert parce qu'il y a une scène sonore incroyable pour chez eux. Et les gens, quand ils veulent aller en nomadisme, ont d'autres impératifs, donc bloquer les sons extérieurs et en même temps, peut-être avoir plus de patates et autres. C'est deux écoles, mais les deux sont complémentaires. Il n'y a pas de scission dans le monde des audiophiles. Et encore une fois, ça dépend du coup de votre usage, hein. En gros, c'est ce que tu dis. Et donc maintenant, on va parler impédance, petit terme barbare. Qu'est-ce que ça veut dire, Pépé? Ah oui! Alors l'impédance, en effet un terme barbare. Moi quand j'étais au bahut, c'est ce qu'ils disaient, oh là là, mais c'est quoi ce truc là? C'est la résistance au passage du courant. Alors après, je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce qu'il faut que les gens se prennent la tête avec l'impédance? Exprimé en ohm, hein, tu sais. Globalement, quand on va dans un magasin de matériel, ces casques-là ont généralement des impédances comprises entre 18, 35, 40 ohms, c'est une impédance classique. Moi j'ai envie de dire aux gens qui nous regardent, vous prenez pas trop la tête avec ça. Bien sûr, si vous regardez un truc, vous voyez, oh, il a 650 ohms ou 630 ohms, bon ça veut dire que c'est Sennheiser HD machin truc. Là faites attention avec votre smartphone, ça va être un peu compliqué de leur remuer les fesses. Je préférais que vous preniez des casques tout à fait classiques, produits à 35 ohms ou des trucs comme ça. Mais globalement, les fabricants s'arrangent et c'est dans leur intérêt pour que ça colle avec la plupart des matos. Hein. Alors donc dormez tranquille, messieurs, dames. Amen. Bon, et maintenant, si on parlait un peu son grave, médium et aigu avec la bande passante, c'est quand même quelque chose de super important, non? Oui, encore une fois, c'est très important, mais on va parler d'abord de ce qu'on peut entendre, l'être humain peut entendre. Ouais. L'être humain, on est foutu comme ça, logiquement, quand on vieillit, on paume beaucoup de choses. On commence quand on est bébé avec une bande passante entre 15 Hz et 20 000 Hz, un peu plus même quand on est bébé. Dès qu'on commence à vieillir, ça bouge un petit peu, on s'en va vers 15, 20 à 16 000 Hz, 15 000 Hz. On annonce des bandes passantes qui sont en général en moyenne entre 20 et 20 000 Hz. C'est une moyenne. C'est un peu le standard. Hein, bah, c'est un standard technique. On dit que si le casque est capable de faire ça, on considère qu'il est dans la norme. Donc globalement, quand on regarde les caractéristiques sur un casque, ils vont toujours vous mettre de 20 à 20 000 Hz, sauf le cas des casques qui vont jusqu'à 40 000 Hz, qui sont donc avec souvent le label ARS 24 bits. Mais si l'oreille humaine va pas jusque là, à quoi ça sert? C'est la question. Si dans les studios d'enregistrement depuis très longtemps on enregistre justement en 32 bits jusqu'à 192 kHz, il y a bien une raison. Les ingénieurs du son sont pas complètement tarés, ils sont pas, ils savent ce qu'ils font. C'est qu'on a besoin de capter, quand on capte de la musique, ce qu'on appelle les harmoniques, c'est-à-dire une certaine ampleur, même des fréquences qu'on ne fait que entendre. Et pour qu'on puisse avoir la totalité de toutes ces harmoniques, cette subdivision entre guillemets de fréquences, il faut qu'on capte très loin, c'est-à-dire qu'on ait une grande bande passante. Alors bien sûr, on n'est pas des chauves-souris, on monte pas à 120 000 Hz, on va continuer à écouter de 20 à 16 000, mais avec une richesse et des petites harmoniques comme ça qu'on n'aura pas si jamais on fait du MP3 ou si jamais on a un signal qui ne va pas au-dessus de 20 000 Hz. La qualité CD, c'est 16 bits, 44,1 kHz. Quand on dépasse le 16 bits, on est en 24 bits, c'est ce qu'on appelle de l'ARS. Donc le 24 bits qui peut être également à 20 000 Hz. Hein. Et puis on le voit hein, d'ailleurs le label, hein, généralement quand les casques sont ARS, évidemment ils en profitent pour mettre le petit label, donc c'est pas trop difficile de s'y repérer quoi. C'est oui et non Mario, parce que figure-toi qu'il y a beaucoup de fabricants qui ne veulent pas payer en fin de compte les royalties. Regardez par exemple, on va reprendre celui-ci. Bah oui, attendez, il y a de la tunasse quand même dans le coin. Regarde ça, c'est Focal. Le Focal il va à 40 000 Hz, il n'y a pas de logo ARS. Hein. On peut avoir un son excellent sans aller vers la ARS. Faut faire des choix dans la vie, c'est pas pour toi faut acheter un mauvais casque, parce que tôt ou tard tu auras peut-être avec le même casque la possibilité d'aller chez des gens ou d'avoir toi-même un morceau en qualité CD que tu seras content de découvrir avec ton casque. Donc pour résumer, le challenge Pépé Garcia,
une phrase pour résumer la bande passante. En qualité CD jusqu'à 20 000 Hz, ça fonctionne très bien pour un maximum de personnes. Si vous pensez avoir de la feuille, d'avoir du super matos, la possibilité d'écouter ça vraiment de façon religieuse, vous pouvez aller vers le 24 bits, mais ce n'est pas une obligation. On enchaîne avec le critère du Bluetooth ou filaire. Quelle connexion choisir? Alors il y a l'aspect un peu facile, pratique, pas de câble avec le Bluetooth, et puis après il y a l'aspect un peu puriste, là je caricature exprès, il y a l'aspect un peu puriste avec le câble, le filaire. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est important de savoir justement la différence entre les deux? Le truc le plus important à savoir, c'est que quand vous êtes en filaire, ce qui sort d'ici, c'est un signal audio analogique. Donc dans ce casque-là, vous n'avez aucune électronique. Quand on est en Bluetooth, on est en numérique. Il faut savoir que 99% des casques Bluetooth disposent également de connexions filaires. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser un ou l'autre. Mais par contre, important à savoir, ces casques anti-bruit n'ont pas été vraiment conçus pour travailler en filaire. Ils se portent mieux quand ils sont avec leur circuit activé en Bluetooth. Parce qu'il y a une correction numérique dedans, ce que n'a pas celui-là. Alors la différence entre les deux, c'est tout simple. D'un côté, ici, en filaire, vous n'avez pas de limite. Entre guillemets technique, vous pouvez avoir une bande passante qui va à 40 000 Hz, machin. Si votre baladeur, comme là, le Can d'Astellenkern, s'il a un fichier ARS, il s'en fout, il balance là-dessus. Il n'y a pas de limite, c'est du analogique. Par contre, dès que vous passez en numérique, vous avez des normes dans le signal numérique. Donc, le Bluetooth standard, classique, entre votre smartphone et votre casque, est limité à 330-340 kbps par seconde, c'est-à-dire le débit du MP3. Vous n'aurez pas, avec ce système SBC, un son ni haute définition, ni machin, ni truc, vous aurez un signal classique, même si votre source sur le smartphone est en qualité CD ou en iRes, si vous balancez en Bluetooth classique, vous aurez n'importe comment une descente de qualité, puisque le transfert en Bluetooth est donc limité techniquement. Par contre, il y a des parades. Les parades, ça s'appelle aptX, le fameux aptX. Alors moi je connais en petits termes, alors je sais pas si c'est la même chose, si c'est différent ou quoi que ce soit, tu vas me dire. aptX et LDAC, c'est un peu les deux trucs que je connais. Mais c'est bien Marion, parce que c'est pas du tout la même chose. Donc... Parfait, mais on est là pour ça. Marion, mais non, mais tu as raison à la base, parce que bon, l'aptX c'est un algorithme. C'est un algorithme trompeur qui permet d'exploiter le Bluetooth de façon classique tout en permettant de retrouver la qualité CD par l'algorithme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'algorithme va prendre la qualité CD basique, enfin ce qu'envoie le Bluetooth, et va jouer comme ça pour retrouver les fréquences perdues. Mais est-ce que ça marche vraiment ça? Les professionnels vous diront que c'est parce qu'il y a d'autres choses que la PTX. Il y a toujours un plus, il y a toujours un algorithme qui va compenser ce qui manquerait. Si vous voulez avoir de la PTX, il faut que le baladeur ou le smartphone soit PTX et que le casque aussi, et que vous ayez une source, pas du MP3, parce que du MP3 en aptX ça sert à rien, étant donné que le MP3 c'est déjà le Bluetooth basique. Vous vous rendez compte comme ça devient compliqué, mais c'est pas fini. Il y a la PTX. Non mais c'est la cohérence. La cohérence. Il y a la PTX HD. Alors ça c'est Qualcomm qui nous a pondu la PTX HD. Donc on pousse le débit du Bluetooth à plus de 500 kbps par seconde. Donc déjà on grimpe. Mais même chose, à PTX HD, il faut la même chose. Il faut que dessus on ait un fichier en qualité CD, que ça soit compatible de ce côté-là à PTX HD. Et dans ce cas-là, en effet, on a un bond en avant par rapport au Bluetooth classique. Et il y a le LDAC. Qui n'est a priori pas du tout la même chose. Non, parce que c'est Sony, non? C'est Sony. C'est un brevet Sony, LDAC, qui lui va à 990 kbps par seconde. C'est-à-dire c'est 3 fois le débit du Bluetooth. Ah, ça fait rêver, hein, sur le papier. Ça fait rêver. Et il faut savoir que c'est également un algorithme de compression. Hein. C'est-à-dire que ce soit aptX, aptX HD ou bien LDAC, on compresse n'importe comment, c'est-à-dire que quelque chose, on compresse. Alors le LDAC va casser aussi des fréquences pour les faire rentrer dans le signal Bluetooth, c'est-à-dire que si vous avez un fichier 24 bits en LDAC, il va vous dire ok on peut le passer, il va tailler dans le vif, il va choisir ce qu'il va garder également, puisqu'en effet il n'y a qu'avec un débit numérique qui serait de l'ordre de 2 ou 3 mégas qu'on aurait le signal intégral. Ouais. Du moment qu'on est en dessous de ça, on coupe. Il faut savoir que le LDAC est intégré maintenant sur les smartphones qui sont Android 9 Pie. Ah, pas mal. Ils sont LDAC, puisque Sony a signé, je pense, avec eux là-dessus, alors qu'avant c'était que Sony pour Sony. C'est-à-dire, en effet, il est où? Le XM3. Il est là. Voilà, le XM3, par exemple, Sony. Et LDAC, il est aptX, aptX HD et LDAC, parce que Sony met tout dedans pour essayer de sauver vos oreilles de l'infamie des décibels perdus. Mais c'est ça, si vous écoutez du Spotify, je veux dire, le Bluetooth normal va suffire, non? Autour de moi, j'essaie de dire aux gens qui sont jeunes, de dire écoutez, essayez d'essayer autre chose. Je me dis, ok, t'as ça.
Coco, t'as du MP3, t'es content. Essaye d'écouter ça pour voir. En effet, ah bah Pépé c'est mieux, j'entends mieux les choses. Mais il suffit d'éduquer les gens. Mais ce qu'il y a, ça coûte cher à chaque fois. Il faut les matériels compatibles, il faut les fichiers. On peut rien faire si on n'a pas de vérification qualité CD. Parce que si c'est pas qualité CD, c'est soit le AAC de Apple, donc les systèmes Dolby, ou bien c'est du MP3, ou c'est des fichiers volés sur internet, où on a l'impression de voler un fichier en 24 bits, et c'est du MP3 mis dans un container. Voilà, il y a les plateformes légales, ça coûte cher. Je suis ennuyé avec tout ça parce que j'aurais préféré vous dire que tout est facile. Mais encore une fois, le Bluetooth, si on peut essayer d'évoluer et passer à autre chose, c'est pas plus mal. Tu parles d'évolution, justement, le Bluetooth il évolue. Est-ce qu'on peut pas espérer que dans le futur, la technologie elle ait plus de capacité, justement? Je pense que le Bluetooth 5.0 aurait pu être une solution, mais qui n'a pas pour le moment été adopté. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé au début dans le cahier des charges, on peut passer un signal de 2 mégabits, ce qui permettrait d'avoir une qualité CD sans compression. Et ça n'a pas été appliqué. Il faut aussi savoir un truc sur le MP3. Le MP3, c'est tellement années 90. Le MP3 a plus de 25 ans. Le AAC d'Apple est beaucoup plus performant avec un débit qui est 256 mégabits par seconde. Le MP3, c'est gratuit, mais c'est super old school. Le système de compression est assez dépassé. Bon bah c'est bien, là on vient de parler du signal Bluetooth versus le filaire, mais le Bluetooth c'est pas juste la qualité du son, c'est aussi des fonctionnalités qui peuvent vous simplifier la vie. Donc on a notamment le critère de à combien d'appareils le casque peut se synchroniser en même temps. Je sais pas vous, mais moi par exemple je synchronise dans la vie de tous les jours avec évidemment mon iPhone. J'aurais bien aimé aussi connecter ces casques par exemple à mon iPad. Quand je suis par exemple dans le train, j'ai tendance à switcher entre l'iPad et l'iPhone en fonction de si j'écoute de la musique ou si je regarde un Netflix, un programme Netflix par exemple. Et ben là, je suis quand même vachement plus limitée parce que j'ai pas trouvé beaucoup de casques qui permettent... En multipoint. Exactement, en multipoint. Oui, c'est un problème. Alors je sais pas quoi répondre à ça parce que je vais constater, moi c'est factuel. C'est vrai que c'est une demande insistante de la part des gens, c'est une évidence que maintenant on doit avoir plusieurs points d'accès, mais je sais pas quoi répondre à ce que tu dis parce que je ne fais qu'une fois que constater qu'il n'y a pas assez de casques qui sont multipoints. Et un autre critère à regarder, c'est évidemment la batterie. Et oui, qui dit casque actif dit aussi qu'il faut alimenter un peu tout ça quoi. Et donc en fonction de votre usage, il va falloir voir si le casque tient plus ou moins longtemps la route. Généralement, j'ai pas eu trop de mauvaises aventures sur ces trois-là. Ceux qui sont là, dans tous les cas, mais même le Mais après, Backbeat, on est sur des casques assez chers quand même. voilà, c'est ça, c'est qu'on est sur des casques qui sont déjà assez chers, donc on est en général entre 25 et 30 heures. Là, si tu parles des casques qui sont anti-bruit, encore une fois, malgré tout, je vous conseille de garder le mode anti-bruit en route. Ils ont été conçus pour fonctionner avec l'anti-bruit. Quand vous allez arrêter l'anti-bruit sur tous ces casques extraordinaires, voyez-vous, vous allez avoir l'impression que la bande passante est décalée, que vous allez avoir, ça va manquer de tout, parce qu'ils ont été calculés pour ça, entre guillemets. Même s'il n'y a pas de bruit, mettez-le en route. Mais là, c'est un bon test pour voir si votre oreille discerne une différence. Là, pour le coup, pour voir, c'est pas une question de critique ou quoi que ce soit, mais justement pour éduquer votre oreille, essayez de voir si vous sentez la différence, si vous entendez la différence entre quand c'est actif ou passif pour ces casques-là typiquement. Oui, pour cela. Et puis la différence en général est plutôt un fossé. Avec maintenant le choix, on va peut-être parler des applications du type de son à annuler ou pas, ça va très très vite techniquement. Pour le moment, il est vrai qu'on attend le successeur du QC35-2 parce que le XM3 de Sony a pris beaucoup d'avance technologiquement avec l'application et autres. Et je suis sûr que le prochain Bose sera une bombe atomique. Ça c'est mon avis, je pense que les mecs doivent être au taquet du genre on va pas se laisser faire. Ce qui est sympa aussi avec les casques Bluetooth, c'est les commandes directement accessibles sur le casque. Donc là, vous avez différents exemples. Vous avez le PX de Bowers & Wilkins ici, vous avez carrément les contrôles tactiles avec le Sony, personnellement je déteste, et puis vous avez des casques plus ou moins bien pensés en termes de contrôle. Donc là, là c'est complètement plat par exemple. Le Backbeat Pro 2. Vous avez des petits boutons, il y en a qui sont plus enfoncés que d'autres, donc comme ça vous savez sur quoi vous appuyez. Ce qui est sympa sur ceux qu'on vient de regarder, c'est qu'il n'y a pas trop de contrôle. Il y a 3-4 boutons maximum, ça vous permet de bien mémoriser et bien pouvoir les manipuler. Il y a des casques que j'ai vus qui ont genre une dizaine de boutons et là ça mais là c'est même plus la peine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que les gens vont faire quand il y a ça, c'est que tout sera par l'application et qu'ils toucheront plus au casque. C'est-à-dire qu'à mon effet, c'est le couteau suisse le smartphone. Une fois que c'est appairé, après moi je préfère tout gérer directement par le smartphone. Le smartphone est un engin formidable, je vois pas pourquoi j'utiliserais pas pour gérer mon casque. C'est pour ça que je le fais avec le Sony XM3 parce que l'application est géniale. Transition parfaite avec justement les applications. Donc qu'est-ce que tu vas nous dire sur les applications, les pires et les meilleures? Est-ce que tu en as qui te viennent en tête? Pour moi, une des meilleures applications que j'ai eu entre les mains, c'est vraiment celle qui est liée au Sony XM3. L'application Sony pour la réduction de bruit, parce qu'on peut carrément gérer le type de bruit, on peut annuler, donc les voix humaines. En plus, c'est marrant que le truc Sony, quand vous l'avez sur les oreilles, dès que quelqu'un vous parle, vous mettez la main là, vous approchez la main, tout s'arrête, tu peux écouter l'hôtesse de l'air qui dit hey, mets ta ceinture s'il te plaît, sinon blablabla, tu vas te frapper sur les mains. Donc c'est pour moi une des applications les plus sympas que j'ai connues. Par contre, c'est vrai, celle qui est à la traîne, c'est par exemple celle du QC35, puisqu'il n'y a pas de réglage de niveau de grave et d'aigu, elle est très simpliste. Ce produit, je l'aime bien.
il est vieillissant, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est droit au but. C'est mon petit baroudeur. Mais maintenant, je crois qu'on a besoin de plus en 2019. On a besoin de pouvoir gérer les sons, de les piloter, d'avoir des mémoires sur tel ou type de morceaux, pouvoir gérer comme ça des ambiances. Et c'est ce que fait le XM3. Et toi, sur une base quotidienne, tu le changes régulièrement? Non. Un réglage, c'est un réglage pour moi. Je veux dire, j'ai réglé une fois pour toutes. Je vais pas changer l'égaliseur, par exemple, à chaque morceau. Faut surtout pas faire ça parce faut savoir que l'oreille humaine est extraordinaire. C'est un peu la magie du cerveau aussi. C'est la magie du cerveau et de notre tympan. Je vous explique. Vous rentrez en boîte de nuit, vous êtes tout frais de l'extérieur. Vous arrivez en boîte de nuit. Oh là là, c'est fort, le son est dégueulasse. On va partir. Vous prenez un verre. 3 minutes après, votre oreille s'est habituée au son. Vous entendez que c'est moins fort parce que votre tympan s'est durci et vous habituez à un son auquel vous n'étiez pas habitué 3 minutes avant ou 10 minutes avant quand vous êtes rentré dans la boîte de nuit. Bien, quand vous allez changer l'égalisation de votre casque, vous allez mettre plus de grave, plus d'aigu. Ce que vous avez fait est faux. Votre oreille va s'habituer à votre faux. Et quand vous allez revenir à une valeur normale, ah ben non, il manque plein de trucs. Bah tu m'étonnes, Coco, t'as tout tripoté. Parce que votre oreille a une mémoire, oui ou non. Quelquefois, quand on repart à zéro, on fait un reset au bout d'une heure, on remet en route, on s'aperçoit que le son qu'on avait réglé n'était pas le bon. Donc du coup, voilà, moi c'est un peu exactement ça qui s'est passé, c'est-à-dire que quand je déballe un nouveau casque, nouveau petit joujou, etc., ben, en effet, je vais télécharger l'application, je vais paramétrer avec un morceau que je connais par cœur et que j'adore, et je vais le paramétrer en fonction d'avoir le meilleur rendu pour moi, parce que de toute façon, tout est subjectif ici, hein. Et ensuite, je n'y touche plus. Les seules fois où je vais y toucher, c'est par exemple quand je vais prendre l'avion et que je vais changer le paramètre de réduction de bruit, par exemple, pour le renforcer. Je sais pas si toi, c'est la même chose. Non, mais moi, je ne touche pas aux paramètres. On peut les toucher en mastering, c'est-à-dire quand on fait un truc parce qu'on doit travailler sur le son, mais une fois que le casque, on estime qu'il s'adapte, que c'est ce que tu veux, avec le morceau de ton choix que tu connais par cœur, tu connais par cœur la qualité technique. Moi j'ai des morceaux phares, j'en ai une vingtaine dans ma tête que je donnerai pas ici parce que c'est fastidieux. C'est la botte secrète de Pépé, c'est ça? La Air Max. Il veut pas nous donner ses Air Max secrète. Oui, c'est des morceaux que je connais depuis 20 ans. Je sais qu'ils sont enregistrés particulièrement, voilà, avec la dynamique, les aigus, je le connais par cœur. Et ces morceaux-là, je m'en sers à chaque fois que je commence à calibrer quelque chose. Et après, j'y touche plus. Alors on vient d'en parler justement, et ben on va enchaîner un peu plus précisément sur le sujet de la réduction de bruit active. Sur le papier c'est cool, ça annule les bruits autour de moi, c'est trop bien. Enfin, ça annule. Du coup, on essaye d'annuler, on peut pas tout annuler. On essaye, évidemment, rien n'est parfait, mais on se dit autant l'avoir si on peut. A priori, qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire, hein, encore une fois, si j'ai juste ou pas. Il s'agit de casques équipés de petits micros à l'intérieur qui vont analyser le bruit extérieur et du coup, au lieu de l'amplifier, et ben en fait ils vont faire l'effet inverse, ils vont l'annuler. Enfin, en tout cas, ils vont tenter. En fin de compte, le micro va capter ce qu'il y a extérieur, on va faire une inversion et on va annuler le bruit extérieur. Alors bien sûr, ça fait des progrès gigantesques. Voilà, rien qu'entre le M2 de Sony et le M3, l'évolution. Mais c'est gigantesque. Alors, même chose sur le Bose, que C35, qui est pour moi d'ailleurs la meilleure annulation de bruit existante actuellement. Hein. La réduction de bruit active, est-ce que c'est utile tout le temps, en toutes circonstances, ou pour des usages vraiment plus spécifiques? Bah, normalement, bien sûr, c'est pour les avions, les trains. Il faut savoir un truc très important, c'est que tous ces types de réduction de bruit fonctionnent très très bien avec des bruits linéaires. C'est-à-dire la carlingue d'un avion, ça fait quoi? Par contre, si dans la carlingue de l'avion, à un moment donné, quelqu'un fait « Hey, ça va ?» Alors là, la réduction de bruit fonctionnera pas parce que c'est ce qu'on appelle l'événement soudain. Le soudain fonctionne pas très bien, justement. Les fabricants travaillent pour que le soudain soit également géré. Et d'autres fabricants travaillent également pour qu'on puisse laisser une ouverture du casque vers l'extérieur, bruit de bus, vélo. Certains sons doivent passer pour que malgré tout, on se prenne pas le bus dans la gueule, quoi. Donc c'est un peu le problème. Utiliser un casque à réduction de bruit dans la rue, quand vous marchez, et encore danger. Pire, à vélo, par exemple. Gros danger. Ça, c'est vraiment quelque chose que, personnellement, je déconseille fortement. Gros danger, je plaisante pas. Ouais. Super danger parce que justement avec la progression technique de tous ces casques, il y a vraiment une annulation de bruit qui est vraiment extrême. D'où l'idée de Sony, dans l'application, on gère le type de son à annuler. C'est-à-dire soit vous annulez les voix, soit les voitures. Vous pouvez gérer malgré tout ce que peut pas faire le Bose. Également un truc très important que les gens ne savent pas, c'est qu'avoir un casque anti-bruit avec le mode de bruit activé tout le temps protège les oreilles. Parce que comme tu n'as plus de bruit externe, tu montes pas le volume. C'est là une des choses que j'aime le plus dans les casques à réduction de bruit, c'est que je me suis rendu compte que je mets le volume beaucoup plus bas que tous les équipements que j'ai pu utiliser auparavant. T'as plus de bruit. Et du coup, j'ai l'impression de chouchouter et de mettre à l'abri mes oreilles, d'en prendre un peu plus soin. Pour avoir du son ou des bonnes graves, etc., j'ai pas besoin de forcer. Je mets un volume normal et ça me suffit. Pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, essayez de brancher en permanence la réduction de bruit quand vous êtes bien sûr dans un endroit safe, parce que vous allez vous rendre compte que vous allez vous habituer à des pianissimo, fortissimo, des morceaux de piano que vous écoutez à bas volume tout en ayant comme ça une sensation très agréable à l'oreille sans avoir de bruit incident qui viennent vous
caresser, chatouiller les tympans, les trompes de stache. Petit aparté, j'ai remarqué que un de mes premiers tests c'était le Sony. J'avais pas vraiment de point de comparaison, c'était le premier casque, j'étais ravie de ce casque là et depuis j'ai testé le PX, le Bose, etc. Et en fait je reviens toujours au Sony pour la qualité du son, la spatialisation notamment que je trouve, et pourtant ça reste un casque Bluetooth hein, mais pour la spatialisation du son que je trouve supérieure aux deux autres. C'est dingue. Alors je me dis, est-ce que moi du coup je me suis habituée à une certaine signature du son. Il faut savoir un truc, c'est Sony, la division audio hi-fi de Sony au Japon qui l'a créé. Donc on a un produit qui est audiophile avec réduction de bruit. C'est là la différence avec le Bose qui est plus rentre dedans, qui est un casque qui est vraiment un petit baroudeur, qui est génial, mais qui a moins la conception hi-fi que Sony, qui est fait par Sony Japan, qui a bossé dessus comme des malades. Parce que justement il y a celui-ci qui était en face, il dit bah tiens, et si on s'amusait un petit peu à essayer de... Le problème c'est justement qu'on disait ce sont deux super casques et que les gens, il y a vraiment de quoi avoir un vrai dilemme. On n'est pas sur un, bah non celui-là est moins bon. Non, ils sont tous les deux excellents. Le casque idéal, c'est un mélange des deux. Maintenant, on va parler style. Et oui, parce que quand même, pour certaines personnes, le style des casques que vous portez, eh ben c'est quand même important. Je sais pas pour toi. Mais moi je suis pas le bon exemple. Voilà, toujours Pépé pour me contredire. Mais non, mais pas du tout Marion. Mais non, mais pas du tout. Je trouve que c'est très important d'avoir un casque, mais je vais vous dire une bonne chose, quand vous l'avez sur les oreilles, vous entendez le son, vous voyez plus le casque. Eh ben c'est marrant, parce qu'en effet, vous voyez plus le casque, mais les autres le voient. Eh ben c'est tout bête, mais pour les casques que je porte en déplacement, voilà, quand je sors chez moi... Tu aimes ce qui est stylé. Ben, j'aime bien quand il y a quand même un soin particulier donné au rendu du casque, aux matériaux, au choix des matériaux, etc. Alors typiquement, celui que je trouve le plus moche, je suis désolée pour eux, il a beau être très performant, c'est le Bose. Mais c'est un baroudeur. Ben oui, c'est du rentre dedans, ils ont pas fait dans la fioriture, exactement. Ils font pas les claquettes, du baladio. Il y a les boutons, il y a plein de plastique, le logo est très technique. Après je dis pas, hein, performant, etc. Nickel. Hein. Droit au but. Mais je comprends Marion, tu as entièrement raison. Le Sony, il est quand même plus stylé. On note, voilà, une petite recherche, c'est du tactile, c'est discret, les oreillettes sont vraiment super Le yoke sobres. est joli, je trouve que le yoke est très très beau. Voilà, une des choses que j'aime le plus moi dans le Sony, c'est vraiment l'articulation en plus, ici, là, il s'adapte vraiment parfaitement bien à votre tête et à votre morphologie. Moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'avais eu quand même un petit coup de cœur, un gros coup de cœur pour celui-ci qui a vraiment un choix de design et de matériaux vraiment très agréable. Les Anglais. C'est la classe anglaise quand même. Stylé British. Et voilà, c'est bon, on vous a fait rêver avec pas mal de casques assez chers, etc. Mais là, on va redescendre un petit peu sur terre pour vous donner un peu une échelle ou des références sur lesquelles vous pouvez aller jeter un œil. Et donc, du coup, Pépé, si je te demandais genre un conseil pour un casque à moins de 100 € en bon rapport qualité-prix, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Il y en a plusieurs. Il faut savoir également que les prix baissent très rapidement dans le monde des casques et autres. Moi, je vois très facilement le BWP3, qui est un produit de BW, hein, c'est une très bonne marque. Dans le Bluetooth, il y a un Sennheiser qui s'appelle le 4.40 Bluetooth, qui est vachement bien aussi. Audio Technica, il y a plein de produits en dessous de 100 €. Bref, en dessous de 100 €, il y a quand même des grosses marques hein, qui sont sur le segment. Oui, là, c'est des marques de référence. C'est pour ça que je vous les cite, parce que c'est des marques que j'ai confiance. Vous savez, Sennheiser, AKG, c'est des marques historiques qui, même en début de gamme, fonctionnent. Ok, moins de 100 €, ouais. Première étape. Et si je te dis entre 100 et 300 €? Là, c'est un gros gap, parce que c'est là que tu as le plus de matériel. Il y a le Backbeat Pro 2 que je trouve intéressant. Dans cette gamme de prix, il y a le Audio Technica MSR7 qui est vraiment, pour le prix, c'est étonnant. Le Meze classique. Ah tiens, oui, on connaît Meze. Meze, c'est un truc étonnant. Pour le prix, il a coûté 280 € maintenant. Quand j'ai écouté ça, c'est le prix d'un casque qui coûte le double. Chez Beyer, il y a le 990, il y a plein de trucs intéressants. Chez Shure, AKG. Là, moi, je mettrais bien, en effet, le MSR7 et le Meze. On va dire entre 200 et 300. Chez Sennheiser, il y a le PCX, je crois 550, qui est une petite bête de compétition. Travaillé par Sennheiser, le truc ça sonne bien, c'est sympa, mais il est dans l'ombre des autres. Donc c'est une injustice qu'on pourrait réparer si les gens écoutaient vraiment. Il faudrait dire un truc aux gens également, tu sais, sur le fait d'écouter un casque. Quand les gens vont, ils ont raison, ils vont dans les magasins, ils voient des tas de casques qui sont là connectés. Ils vont prendre le casque, ils vont l'écouter. Qu'est-ce qu'ils écoutent? Ils écoutent numéro 1, la qualité du fichier qui est sur le player. Numéro 2, ils écoutent le player. Ça peut être n'importe quoi, donc c'est un morceau qu'ils connaissent pas. Ils connaissent pas sa qualité, ils connaissent pas la qualité du player. Le casque va retranscrire ce qu'il y a avant. Donc je conseille aux gens, s'ils le peuvent, vous voulez acheter un casque dans un magasin, vous venez avec votre smartphone, votre meilleur morceau, celui que vous connaissez par cœur, et vous demandez à le brancher soit avec le câble si vous voulez, soit en Bluetooth. Et vous dites voilà, moi je veux acheter ce casque qui coûte quand même 200 € ou 300 € ou même 150
50 €, on s'en fout. Mais je veux l'écouter avec mes sources et pas vous m'imposiez un truc que je sais pas ce que c'est. C'est votre matériel, c'est votre argent. Venez avec vos sources et votre baladeur ou bien votre smartphone. Insistez. Il faut le plus possible reproduire les conditions réelles d'écoute. Que vous aurez après. Que vous aurez au quotidien, vous, pour pouvoir comprendre si ce matériel vous convient ou pas. Voilà, battez-vous pour ça et restez plus de 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, vous enlevez le casque pendant 1 minute. Vous le mettez ici. Vous recommencez, parce que votre travail c'est d'habituer au casque, il faut la déshabituer pendant 1 ou 2 minutes pour recommencer votre écoute, et là vous serez sûr. Et si, Pépé, je te dis pas de limite, ton rêve, genre budget inaccessible Bah le budget inaccessible, c'est un casque qui coûte 50 000 €. Ah oui. Bon, tu m'as demandé. Ah mais complètement. Mais c'est pas un casque, c'est plus que ça, c'est le système Sennheiser, l'Orpheus, qui est un système avec en même temps l'amplification dessus, et le casque est relié avec un câble qui est comme ça, hein, et vous avez le casque. Alors c'est la première fois de ma vie que j'étais dans une pièce, j'ai fermé les yeux, je n'avais plus de casque. C'est-à-dire que j'ai fermé les yeux, ils étaient en train de jouer Michael Field, Tubular Bells, la version en SACD, et j'étais là, j'ai oublié le casque, j'ai tout oublié, je n'avais plus de pression, j'avais plus rien, et j'avais Michael Field devant moi, qui était en train de jouer avec tous les instruments qui apparaissaient de tous les côtés, comme un truc en réalité virtuelle. Ouais. Tu sais, un truc qui apparaît là, un truc qui apparaît là, un truc qui apparaît là. Je dis, mais là, c'est de la science-fiction. Mais le casque fait 50 000 €, il y a un ampli à tube derrière, c'est le concept entier qu'on achète. Mais autrement, il y a le HD 800 Sennheiser, il y a des tas de productions extraordinaires. Le Focal Utopia, Focal Elir, le Clear, il y a des tas de produits. Final Sonoros, il y a des trucs chez Grado qui sont extraordinaires. Il y a des tas de trucs extraordinaires. Des casques avec des panneaux électroacoustiques, avec... Tout est possible dans cette profession. Voilà, c'est la fin de l'émission, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a donné des clés quand même pour choisir votre casque, le casque qui vous conviendra, car en effet chaque écoute est unique et je pense qu'entre Pépé et moi c'est bien ce qu'on a essayé de vous transmettre. Vous pouvez retrouver quelques références justement dans la description de l'émission, hein, comme ça vous partez pas tout nu dans le combat pour choisir votre casque. Tout ce que tu dis, tu as raison, elle a raison, tout est bon. Et bah justement, mentionne quand même, dis-nous un petit peu ta chaîne, où est-ce qu'on te retrouve, parce que là on a fait une vidéo avec Pépé, mais en fait ce qu'il faut savoir, c'est que si vous aimez le son, il faut quand même aller jeter un coup d'œil surtout à ces vidéos pour en apprendre plus. Bah ouais, ma chaîne c'est Pépé World en fin de compte, et je fais de l'audio, de la vidéo, du 4K, du 8K, des reportages dans le monde entier. Je suis un fou, moi madame. Donc ouais, je m'amuse bien, c'est pour ça, je voulais vous remercier, toute l'équipe qui est ici. Toi je vais sortir du champ pour remercier tout le monde qui est ici, c'est m'avoir reçu, c'est un cadeau quoi. J'ai pu m'exprimer pendant 1 heure, enfin je sais pas combien de temps durait la vidéo, vous gonflez comme un malade, enfin 2 heures même, et je sais que j'ai beaucoup parlé, je m'en excuse, je présente mes excuses Marion, mais c'est vrai que je suis tellement passionné, j'ai tellement envie de communiquer, je me dis que le son c'est merveilleux, que même avec un petit budget on peut déjà prendre son pied, qu'on peut après évoluer et tout. J'ai appris plein de choses durant cette émission, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Eh bah écoute, tant mieux, j'espère que ça a apporté un truc, donc à toi je suis heureux et aux gens qui nous regardent, et surtout entre guillemets dédramatiser le truc en disant qu'il y a plusieurs paliers sur l'audio, qu'on n'est pas obligé de parler uniquement de trucs qui valent 25 000 €, ARS et autres, qu'on peut avoir en effet les moyens d'approcher les choses simplement et grossir après au fur et à mesure de sa passion. Ciao, merci Marion, merci à toute l'équipe, merci, ils sont tous là, ils sont beaux, on les aime. Merci Pépé. Que d'amour, on te dit c'est que d'amour, on chouchoute. On reproche souvent au casque, tu me dis quand je parle trop parce que sinon ça va être... Non mais c'est intéressant, Marion. on te coupera au montage. Donc, à la bonne vôtre. À bientôt tout le monde, bye bye. Non, j'étais là, j'attendais. Il est pas synchro. Mais non, mais on fait la fin parce que moi je pensais qu'il y avait encore un truc derrière, tu vois. J'ai oublié un truc, il y a Tipeee. Prends pas celui-là. Je sais même pas. Non, il va t'introduire celui-là. Il va t'introduire. Qui m'introduit? Non, personne, mais regarde, je t'en mets un. Ah oui, il est beau. Attends, mais écoute, 5 000 €, tu t'entends même. Non, mais 5 000 boules, tu me le pètes pas du cul. Savoure. 5 000. Bon. Cul et ta mère. Je n'entends rien. Je n'entends presque rien.